Le parti d'opposition a annoncé ce lundi qu'il souffrait d'un cancer du côlon découvert il y a un mois après une hospitalisation en Afrique du Sud. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'apprête à renouveler mercredi le mandat de la MINUSMA, la mission de l'ONU pour la stabilisation au Mali. 2500 casques bleus et policiers supplémentaires seront entre autres déployés. Enfin, au Kenya, les experts en technologie et les défenseurs de l'environnement ont mis en avant l'importance des technologies spatiales afin de lutter contre le braconnage et protéger la faune. Voilà pour le sommaire. Bienvenue, bonjour. Nouvelle édition de l'information sur Sika. Au Zimbabwe, le chef du principal parti d'opposition, Morgan Tsvangirai, a annoncé lundi qu'il souffrait d'un cancer du côlon découvert il y a un mois après une hospitalisation en Afrique du Sud. L'ex-premier ministre âgé de 64 ans a également précisé qu'il avait débuté la chimiothérapie après avoir subi une opération. Tsvangirai, qui a été pendant plus d'une décennie l'espoir de l'opposition, à la ferme détermination de vaincre cette maladie en exhortant tout le peuple à vouloir rester concentré sur la crise nationale à laquelle fait face le Zimbabwe. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma doit rembourser à l'État 500 000 $ dans le scandale de sa résidence privée. C'est ce qu'a recommandé ce lundi le ministère des Finances, chargé par la justice de déterminer le montant de la somme due. Plus de détails dans ce reportage. C'est dans un document de 21 pages que le Trésor a détaillé le montant des travaux. Il estime également que Jacob Zuma devrait rembourser 87,94% des frais déboursés pour les 5 constructions en cause, dont la valeur s'élève à 500 000 $. Une somme que l'opposition juge sous-évaluée. Mais c'est à la Cour constitutionnelle qu'il revient d'approuver ou non le montant recommandé par le ministère des Finances. Une fois que le tribunal aura donné son accord, le président sud-africain disposera de 45 jours pour rembourser le montant fixé. Le parti de gauche radical des combattants pour la liberté a, lui, estimé que cette victoire ne pourra être consolidée qu'avec la destitution de Jacob Zuma par l'ANC. Un scénario qui n'est pas d'actualité, le président bénéficiant d'un fort soutien au sein de son parti et ce en dépit des appels à la démission. En avril dernier, Jacob Zuma a échappé à une procédure de destitution au Parlement. Mais la semaine précédente, il a de nouveau enregistré un revers suite à la décision de justice qui stipule qu'il pourrait de nouveau être poursuivi pour corruption dans une affaire de contrat d'armement. Human Rights Watch a affirmé ce lundi qu'au moins 18 personnes ont été exécutées illégalement par une unité de police anti-criminalité en Centrafrique entre avril 2015 et mars 2016. L'ONG accuse l'ex-directeur de l'Office central de répression du banditisme, OCRB, Robert Yekwa Kete, d'avoir personnellement mené une exécution et d'en avoir ordonné 5 autres. Les chercheurs de Human Rights Watch ont documenté 18 incidents d'exécution par l'OCRB et ont reçu des informations crédibles concernant 12 autres personnes tuées de manière semblable entre avril 2015 et mars 2016. Au Mali, après 22 mois d'absence, le leader du groupe islamiste Ansardine, une des formations djihadistes chassées du nord du pays par une intervention internationale en cours depuis janvier 2013, est réapparu ce week-end dans une vidéo. Il menace la France et la mission de l'ONU au Mali. Les détails. Dans cette vidéo de près de 11 minutes, le chef du groupe Ansardine est assis devant un fond sombre avec derrière lui le drapeau blanc et noir des djihadistes. Si la vidéo a été envoyée ce week-end à des journalistes par des proches du leader du groupe Ansardine, elle circulait déjà depuis environ 2 semaines. Elle a été enregistrée après la marche anti-forces étrangères organisée en avril dernier à Kidal. Dans son intervention, le leader du groupe Ansardine menace la France et la mission de l'ONU au Mali. Il les qualifie de force d'occupation. Il critique également le gouvernement malien pour avoir accepté cette présence sur son sol. Il faut dire que c'est sa première apparition depuis 22 mois et il veut montrer qu'il est en vie après des rumeurs sur sa mort ayant circulé ces derniers mois dans des médias locaux. Sa précédente vidéo en arabe avait été mise en ligne le 5 août 2014. La nouvelle vidéo n'est ni datée ni localisée. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'apprête à renouveler mercredi 29 juin
le mandat de la mission de l'ONU pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, compte tenu d'un contexte terroriste très difficile. Il s'agit de l'opération de paix la plus meurtrière. Clairement, le Conseil de sécurité a pris la mesure des enjeux dans le nord du Mali face à la multiplication des attaques contre les casques bleus déployés et la pression des pays contributeurs de troupes. Non seulement les effectifs sont revus à la hausse avec 2500 casques bleus et policiers supplémentaires, mais le mandat de la MINUSMA est aussi clarifié. Sa posture est beaucoup plus robuste, offensive et combative. La France, avec son opération Barkhane, n'interviendrait qu'en soutien en cas de menace grave et imminente. Le test qui sera voté est aussi résolument tourné vers l'avenir du Mali, donnant la priorité à la mise en place de l'accord de paix. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit après 13 années de mission de sécurisation au Libéria. L'ONU va officiellement laisser jeudi prochain la main aux forces libériennes. La MINUL estime en effet que la situation en matière de sécurité est généralement stable dans le pays, même si les institutions libériennes continuent à éprouver des difficultés à intervenir avec rapidité et efficacité en cas d'atteinte violente à l'ordre public. Désormais donc, le Libéria devra se sécuriser ses aéroports, ses prisons, les transferts de fonds, les personnalités, mais aussi inspecter les armes du circuit officiel, sans oublier l'organisation des patrouilles maritimes et la neutralisation des explosifs en cas de besoin. Au Maroc, la première dame des États-Unis, Michelle Obama, a invité lundi les jeunes filles du Libéria à lutter pour rester à l'école lors d'une visite dans ce pays dans le cadre d'une tournée en faveur de l'accès à l'éducation. À son arrivée, elle s'est entretenue dans le salon d'honneur de l'aéroport international Roberts avec la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf avant de se rendre à Kakata, près de Monrovia, dans un centre du corps de la paix. Là-bas, elle a invité les jeunes filles du Libéria à lutter pour rester à l'école. Après le Libéria, Madame Obama se rendra au Maroc mardi et mercredi en compagnie de l'actrice américaine Meryl Streep, puis en Espagne jeudi pour sa campagne baptisée Let Girls Learn, qui promeut l'accès des filles à l'éducation. Je l'annonçais en titre lors d'une conférence ce lundi à Nairobi au Kenya. Les experts en technologie et les défenseurs de l'environnement ont mis en avant l'importance des technologies spatiales pour lutter contre le braconnage et protéger la faune. Des progrès récents en matière de radars et de satellites pouvant traverser les nuages permettent de détecter les braconniers. We're attending a meeting which is actually jointly run by the United Nations and Nous participons à une réunion co-organisée par l'ONU et le gouvernement kényan, les agences spatiales et les services de la faune et la flore pour dire combien les observations de la Terre sont importantes pour le suivi et le contrôle à la fois du commerce illégal d'espèces sauvages et du braconnage et de nombreux éléments liés à la criminalité environnementale. and also poaching and many other elements associated with environmental crime. And for countries such as Kenya, this really has an impact on tourism. Et pour les pays comme le Kenya, ça a réellement un impact sur le tourisme parce qu'il n'est pas possible qu'un éléphant vive sans ses défenses. Alors, forcément, nous parlons de l'ivoire, nous parlons des oiseaux. Donc, les gouvernements ont choisi de prendre des mesures à la fois à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Both nationally but also internationally to take action. The progress to date is quite amazing. Les progrès à ce jour sont tout à fait étonnants. Nous avons pris des engagements à long terme pour des actions concrètes, comme surveiller individuellement les animaux, savoir où ils sont grâce à une alerte, être en mesure de les suivre dans des lieux où se déroulent des actes illégaux, sur les marchés, dans les zones forestières et le marché noir, par exemple. On parle diplomatie à présent. Après 6 années de brouille, l'Israël et la Turquie ont officialisé ce lundi la normalisation de leurs relations, un rapprochement salué par l'ONU qui l'aperçoit tel un signal d'espoir pour le Moyen-Orient en crise. Précision à travers ce reportage. Trêve d'hostilité entre l'Israël et la Turquie ce lundi. Après plusieurs années de brouille, le retour inaugural des ambassadeurs dans les deux pays symbolisera la fin de la crise diplomatique qui durait depuis 2010. En annonçant les détails de l'accord, les dirigeants turcs et israéliens se sont félicités de cette normalisation entre les deux nations qui étaient de proches alliés jusque dans les années 2000. Türkiye ile İsrail arasında bir süreden beri devam eden
Les négociations diplomatiques pour une normalisation des relations entre la Turquie et l'Israël, qui se poursuivaient depuis un long moment, ont débouché hier sur un accord accepté et signé par les deux parties. Ainsi, le processus de retour à la normale des relations a commencé. Nous n'avons pas signé un accord de cessez-le-feu. Ce que nous avons trouvé, c'est un accord de normalisation des relations entre la Turquie et l'Israël. Cette normalisation pourrait avoir des conséquences positives pour l'économie des deux pays, notamment l'Israël qui recherche des débouchés pour les réserves gazières qu'il va bientôt exploiter en Méditerranée. Les États-Unis se réjouissent également de cet accord et comptent par ailleurs sur les deux pays pour renforcer la lutte contre le groupe djihadiste État islamique. À présent, la revue de presse qui s'installe juste après ceci. Kodjovi, mettons-nous déjà sur ce plateau. Kodjovi, bonjour. Bonjour à vous, Johannes Toanou également. Bonjour à nos amis téléspectateurs. Au Burkina Faso, les soldats radiés de l'armée demandent leur réintégration et ils semblent obtenir déjà gain de cause. Oui, Johannes Toanou, c'est du moins le constat fait à la une de ces sites que nous avons parcourus pour le compte de la revue des titres ce matin. Et avec le site Faso-Zine, effectivement, votre information est vérifiée. Burkina Faso, des radiés de l'armée réclament leur réintégration. Oui, le Faso-Net leur donne raison puisqu'il met déjà mutinerie de 2011. Les militaires radiés seront reçus par le ministre de la Défense. Celui qui est également attendu au Burkina Faso, c'est bien sûr le général Isaac Zida. Et avec Burkina 24, l'information est plus que précise. Plus de 1000 signatures pour le retour de Isaac Zida. Au Congo-Brazzaville, maintenant, les temps sont durs pour le couple présidentiel. L'homme sous la pression de la rue et désormais la femme, elle doit affronter la justice américaine. Oui, c'est bien sûr dans une affaire qui remonte déjà dans les années 80 pour la femme de Denis Sassou Nguesso, mais à BrazzaNews.com, il y a cette déclaration du 27 juin de André Okumbi Salissa pour la désobéissance civile. Et bien sûr, Congo Page, Sassou Nguesso et Clément Mouaba. Voilà le duo Masso donc écrit le site Congo Page pour parler donc du président et de son premier ministre. RFI Afrique nous informe que Antoinette Sassou Nguesso est convoquée par des avocats aux États-Unis. C'est bien sûr dans une affaire qui est intervenue dans les années 80 avec une compagnie libanaise. Quand je viens maintenant pour finir, l'exécution des soldats de la MINUSCA préoccupe autorités et Nations Unies. Le dernier cas est celui d'un Sénégalais abattu à Bangui. Tout à fait, Johannes Toanou, avec le journal de Bangui, un casque bleu sénégalais est abattu donc à Bangui. Donc nous informe journal de Bangui, BFM TV, le même titre revient, mais cette fois avec la même appréciation, un casque bleu sénégalais abattu à Bangui. Alors, centre des Nations Unies, donc c'est le centre onusien de l'information, eh bien l'ONU condamne le meurtre du casque bleu abattu alors à Bangui, RJDH. C'est bien sûr le réseau des journalistes pour les droits de l'homme, citant donc Human Rights Watch. Il demande donc l'ouverture d'une enquête sur les exécutions sommaires de l'ancien directeur de l'Office centrafricain de répression du banditisme. Comme quoi, la sécurité au sommet de la République préoccupe aussi bien les acteurs de la plume. Merci beaucoup pour cette revue de presse. C'est moi qui vous remercie. Ce sera donc tout pour cette édition. Vous l'avez compris. Très bonne journée à chacun et à tous.